Lorsque le prince William a épousé Kate Middleton, des millions de téléspectateurs du monde entier ont observé l'héritier au trône britannique choisir sa future reine. Personne n'aurait alors cru que les noces de son frère cadet provoqueraient un jour tout autant d'émoi et d'anticipation. C'est sans doute parce que Harry a choisi de faire d'une jeune américaine typique une authentique princesse. On dirait un conte de fées, le prince et l'actrice. Cette histoire a effectivement tout l'air d'un film de Disney. C'est une histoire de Cendrillon tirée de notre enfance. L'histoire de Meghan Markle et du prince Harry a montré à de nombreuses jeunes filles que ça peut aussi leur arriver. Elles peuvent devenir princesses. Tout le monde veut se sentir princesse. Nous vous décrirons aujourd'hui tous les détails de l'événement et vous révélerons même les prédictions d'un astrologue pour le couple. Ils vont lutter pour cette relation. Ils se regardent dans les yeux et se tiennent tout le temps la main. Ce mariage, célébré dans le monde entier, annonce toutefois un grand changement chez l'une des plus anciennes familles royales régnantes au monde. C'est bien plus qu'un simple mariage. C'est un bouleversement culturel. Quelle incroyable histoire d'amour, non? C'est le rêve de toutes les petites filles. Depuis l'annonce officielle de leur fiançailles en novembre 2017, il ne se passe pas une semaine sans que l'histoire d'amour du prince Harry et de Meghan Markle ne fasse la une des journaux à potins. La presse britannique a été brutale, absolument impitoyable et grossière. Le harcèlement, c'est horrible. Les spéculations sur les chances de réussite de cette union ne se sont pas fait attendre, mais tout porte à croire que Meghan est la compagne idéale pour Harry et qu'elle saura s'intégrer dans la famille royale. Les journaux changent de ton maintenant que Harry a annoncé qu'elle sera sa femme. Un mariage comme ça suscite une énorme couverture des médias. Ils ne veulent pas être tenus de dire « Vous souvenez-vous de ces choses horribles qu'on a dites sur Meghan? Eh bien maintenant, nous sommes vraiment heureux pour eux. » Meghan a démontré qu'elle est prête à relever ce défi. En Meghan, Harry a trouvé la femme parfaite. Ils se sont connus par l'entremise d'une connaissance commune. Elle ne courait pas après lui, comme 1 million de femmes en Angleterre qui voyaient en lui le célibataire le plus convoitable. Harry et Meghan partagent l'amour du sport. On l'a vu aux Jeux Invictus. Elle participe à beaucoup d'œuvres humanitaires, ce que Harry est fier d'encourager. À mes yeux, ils forment une équipe de rêve. C'est vraiment une histoire hollywoodienne, le prince et l'actrice qui s'unissent. Et c'est une histoire merveilleuse. Meghan était déjà une célébrité. Elle comprend ce qu'il faut faire quand on est le point de mire des regards. Ce n'est pas comme la princesse Kate qui vivait dans un autre monde. Meghan connaît son meilleur angle. Elle sait comment être belle et comment se présenter devant des millions de personnes. Je suis ici depuis 3 mois. C'est très important pour moi de ne pas perdre de temps, d'aller de l'avant, même si on le fait discrètement en coulisses. Ce sur quoi j'ai concentré mon énergie jusqu'à présent, c'est de rencontrer les bonnes personnes, les bonnes organisations, d'apprendre tout ce que je peux afin de tirer le meilleur parti possible de l'occasion qu'on a ici d'apporter du changement. Si déménager dans un autre pays, planifier un mariage et se joindre à la monarchie britannique ne suffisait pas, Meghan plonge de façon spectaculaire dans cette vie très publique, charmant la population de Londres jusqu'à Belfast. Soyons honnêtes, les membres de la famille royale jouent un rôle. C'est comme ça. Meghan est déjà formée à ça, ayant été actrice en Amérique. Elle joue un rôle, qu'elle se trouve ou non devant les caméras. Si on regarde ce qui se passe jusqu'à présent, la réaction qu'ils ont reçue à Nottingham, les gens sont enchantés. Avec une approche similaire à celle de Lady Diana, Meghan explore tranquillement et discrètement les moyens d'apporter sa propre contribution en tant que membre de la famille royale. Au début de l'année, elle visite les survivants de la tragédie de la tour Grenfell et la mosquée voisine qui a servi de base de triage lors de l'incendie.
Ça montre que Meghan est courageuse. Le fait qu'elle soit allée à la tour Grenfell, où il y a eu des pertes de vie épouvantables dans des circonstances horribles, ça prouve qu'elle n'a pas peur de ce genre de situation. La visite secrète de Meghan aux victimes de la tour Grenfell n'est pas officielle. Cette initiative de sa part ouvre les yeux des critiques qui ont pu douter de ses motivations. On ne sait pas comment ça a été organisé. Il semble que c'était une visite privée, mais c'est sorti assez rapidement dans la presse. Ça n'a pas nui à son image. Il y a donc aussi un côté relations publiques à tout ça. Le palais a démontré une grande intelligence dans la façon dont il a présenté Meghan au monde, comme une femme dévouée aux causes humanitaires. Ça révèle quand même son courage. Elle n'a pas peur des situations difficiles et elle sait y faire face. Quand Meghan va s'intégrer à la famille royale, ça va être intéressant de voir l'influence qu'elle va avoir sur la famille. Ses idées progressistes, ce qu'elle veut faire. C'est une femme très surprenante, très entreprenante, très intelligente et très diplomate. C'est aussi une grande philanthrope. Elle va donc vouloir parler des choses qui la passionnent. Ça va rendre la famille royale beaucoup plus progressiste et passionnée. On va avoir l'impression de connaître ces gens-là un peu mieux. Le lien étroit qui unit Harry et Meghan est tangible. Le couple amoureux jure que ça a été le coup de foudre entre eux. D'après un astrologue et médium renommé, Calvin Witcher, c'était aussi inscrit dans les étoiles. Elle est du signe du lion, lune en balance ascendant lion. Les lions sont très dynamiques. Ils sont aussi très séduisants. Tout le monde le sait quand ils entrent dans une pièce. On les voit, on les remarque. Ils ont un fort magnétisme. Une grande partie de son charme lui vient du signe de la Vierge, de la Lune en Taureau et du Capricorne comme ascendant, ce qui crée une dynamique intéressante. Les Vierges ont tendance à être très minutieux, de nature très analytique. Une de leurs caractéristiques importantes, c'est qu'ils prennent leurs décisions de façon très calculée. Ils envisagent tout et ils savent exactement dans quoi ils s'embarquent. Comme le prince Harry. C'est lui qui a pris la décision, c'est ce qu'il lui fallait. Une des difficultés associées aux Vierges, c'est qu'ils sont parfois très critiques, minutieux, mais un peu têtus dans leur approche des choses et leur façon de faire. Ils peuvent constater un problème, mais pas nécessairement avoir envie de faire quoi que ce soit pour le régler. S'ils remarquent que la maison a besoin d'un peu d'ordre, ça ne signifie pas qu'ils vont ramasser les vêtements. Il aura donc fallu une femme passionnée et volontaire du signe du lion pour donner à Harry l'amour et le soutien dont il a besoin. Les lions sont intéressants. Un des défis qui se posent, c'est qu'ils aiment être les premiers. Ils adorent être le centre d'attention, être connus et appréciés. Quand ce n'est pas autant le cas qu'ils le voudraient, ils peuvent devenir un peu agressifs, un peu autoritaires. Ils manifestent parfois de la colère dans cette dynamique. Il arrive aussi qu'ils soient envahissants. Je vois des choses intéressantes dans leur tableau numérologique, encore plus que dans leur carte astrologique. Il a un chemin de vie numéro 1 et elle, un chemin de vie numéro 4. Il est très fort et indépendant, c'est un pionnier. Il est destiné à faire les choses différemment. Il est censé commencer des choses que personne d'autre n'a jamais faites auparavant. Pour elle, maintenant, c'est un chemin de vie numéro 4 qui est centré sur la structure, sur l'appui. Elle peut donc lui offrir ce soutien-là, bien qu'elle trace aussi la voie dans plusieurs domaines différents. Je crois qu'ils se connaissaient dans une autre vie. Il y a ici des choses vraiment intéressantes. Ça ne me surprendrait pas qu'ils aient déclaré avoir eu le coup de foudre, que tout leur avait paru si naturel. Alors que l'excitation monte pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle,
Il est impossible d'ignorer le vent de fraîcheur qu'apporte ce couple royal britannique non traditionnel. Les mariages royaux jouent toujours un rôle important pour réaffirmer la dynastie comme exemple de la puissance et de la stabilité de la famille royale. Ça se veut l'incarnation de ce que le pays représente. Ses parents étaient divorcés. Elle s'est démenée pour réussir à Hollywood. Quand une actrice a du succès à Hollywood, on sait tous quelles épreuves elle a dû traverser. C'est tellement difficile. Ce n'est pas la mariée royale la plus conventionnelle. C'est une divorcée de race mixte. Ses relations antérieures n'ont pas duré. Elle s'est sûrement créée une carapace. Elle a vécu beaucoup de choses. Elle a vu le monde et connu d'autres cultures. Certains journaux ne la montraient pas nécessairement en première page. Ils disaient qu'elle ne plaît pas à leur auditoire. À la télévision et dans les médias en ligne, par contre, c'était génial. La réaction était excellente. Ça laisse entendre qu'il y a une division en fonction de l'âge dans la façon dont on l'aperçoit. Il ne fait aucun doute que ce mariage royal va être bénéfique pour l'économie britannique. Le Royaume-Uni va avoir une bonne presse dans le monde entier grâce à ça. Les membres de la famille royale de cette génération-là vont jouer une sorte de rôle diplomatique discret. C'est déjà le cas. Ils vont souvent mettre de l'avant une approche plus souple de la diplomatie au milieu des négociations sur le Brexit. On a vu la famille royale faire des tournées en Europe pour montrer un visage différent du Royaume-Uni. Il n'y a pas de famille royale aux États-Unis. C'est comme ça. Il n'y en a jamais eu. Il y a beaucoup d'autres familles royales dans le monde, mais celle-ci est la plus grande d'entre elles. Voir une Américaine se marier dans ce genre de famille, ça dit « Oh oui, on a réussi. On fait partie de tout ça, nous aussi. » Si le protocole royal se relâche pour Meghan et Harry, c'est bien parce qu'il y a eu des précédents. D'autres avant eux ont lutté pour en arriver à cette nouvelle ère de mariages royaux. From the solemnity of the Abbey, the great pageant starts toward Buckingham Palace, the young couple now occupying the state coach. La reine Élisabeth II a dû affronter une opposition farouche quand elle a révélé son intention d'épouser le prince Philippe de Grèce et du Danemark. On the balcony where kings and queens have appeared unnumbered times on great occasions, the young couple happily share the supreme day of their lives with their countrymen. Cette union royale médiatisée a donné le ton pour la suite, comme en témoigne l'union scrutée à la loupe du prince William avec Kate Middleton, une compagne de l'université. Kate, une roturière, est vite devenue la cible des critiques et des paparazzis. William et Kate ont même intenté une poursuite quand on l'a photographié seins nus. Je crois cependant que ce qui inquiétait le plus Kate, c'est l'ingérence des paparazzis dans la vie de ses enfants. Elle a aussi beaucoup poussé William. 3 des 4 enfants de la reine Élisabeth étant divorcés, qui aurait pu nier le bonheur à ce jeune couple? Le mariage a non seulement reçu l'aval de la famille royale, mais aussi celui de 2 milliards de personnes dans le monde. Pendant longtemps, l'idée de la famille a empoisonné la vie de la famille royale. À l'époque victorienne, la monarchie, c'était essentiellement une famille royale. C'est devenu le modèle de la famille dans ce pays. Albert, Victoria et leurs enfants étaient considérés comme une famille idéale. Et c'était le produit que la monarchie offrait, incarner ce genre de royauté familiale. Ça a duré jusqu'aux années 80 et 90, quand les mariages des enfants de la reine se sont effondrés. L'idée que la famille royale était un modèle auquel on devait tous aspirer, qu'elle reflétait ce qu'on vivait et qu'elle représentait quelque chose, a commencé à poser problème. L'image de marque ne correspondait plus au produit et elle est devenue très toxique pour la monarchie. Cela dit, on assiste ces dernières années à une sorte de réaffirmation de la famille.
William et Harry ont tiré des leçons des unions royales du passé. Ils ont vu leur mère malheureuse dans son mariage et décidé qu'ils ne voulaient pas vivre ça. William et Kate forment une jeune famille typique avec 3 enfants. Il y a aussi Harry et Meghan maintenant. On sent que les notions de la famille et du couple font un retour. Ils se rendent compte qu'ils peuvent être heureux, mais que c'est à eux de faire leur bonheur. Je pense que la reine Élisabeth a fini par l'admettre elle aussi. C'est pourquoi elle s'est montrée si compréhensive. Kate est devenue la duchesse de Cambridge et la première roturière depuis 1660 à se marier dans la famille royale britannique. En fait, plusieurs membres de la famille royale ont déjà épousé des roturiers. Charles s'est marié à une roturière, une divorcée. Sa première femme était aussi roturière. Certes, elle faisait partie de l'aristocratie, mais pas d'une famille royale. William et la princesse Margaret aussi ont marié des roturiers. D'abord, il ne reste plus de princesse allemande. Il faudrait beaucoup de chance pour arriver à trouver un membre disponible d'une autre famille royale, en espérant qu'il se crée un lien amoureux. Par ailleurs, je crois que cette époque est révolue. Il n'y a pas que le choix de William qui a fait tourner les têtes. Il y a aussi la robe de mariée, maintenant classique, de Kate, dessinée par Sarah Burton d'Alexander McQueen. Cette robe a conquis les critiques de mode du monde entier. Je pense qu'elle s'est inspirée de la robe de Grace Kelly, qui avait une écharpe en satin et une traîne de 9 pieds. C'est une vraie robe de princesse. L'échec du mariage du prince Charles et de Diana est devenu l'obsession des médias quand celle-ci a révélé la liaison de son mari avec Camilla Parker Bowles dans une entrevue choc. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Personne n'aurait cru au début que la jeune Lady Diana Spencer passerait bientôt des années dans la tourmente à cause de l'échec de son mariage. En fait, les noces de Charles et Diana semblaient sorties tout droit d'un film de Disney avec la robe de conte de fées assortie. La robe de la princesse Diana reflète pour moi les années 80. C'était une robe bouffante en taffetas irisé. Elle était très dramatique avec sa traîne de 25 pieds qui ne rentrait pas dans le carrosse. C'était superbe et aussi intemporel. Hélas, le mariage de Diana n'a pas duré. Comme c'était à prévoir, Charles a fini par épouser Camilla après avoir attendu l'approbation de la reine pendant des années. Charles et Camilla portent la charge du passé pour la façon dont la relation a évolué dans ses premiers jours, les implications pour Diana et tout le reste. Charles et Camilla étaient tous deux divorcés. Ils n'ont pas eu droit à tout le cérémonial des mariages royaux traditionnels. La célébration de leur union signalait toutefois que les temps avaient changé. Meghan Markle n'a donc pas à s'inquiéter parce qu'il s'agit de ses 2e noces. Les unions des enfants de la reine n'ont pas été couronnées de succès. Quand la reine a su pour Meghan et Harry, et qui lui a dit que c'était sérieux, il semblerait qu'elle était très heureuse pour lui. Tout ce qu'elle veut, c'est que ses enfants, et bien sûr ses petits-enfants, soient heureux. Leur bonheur étant au centre de cet événement, passons maintenant aux célébrations et aux conjectures sur la robe et les chapeaux. Les correspondants royaux et les maisons de Paris n'ont pas cessé de spéculer sur l'identité du designer choisi. Son amie canadienne, Jessica Mulroney, a déjà été sa styliste. Elle aide sans doute Meghan à choisir le style de sa robe parce qu'on sait qu'elle s'occupe aussi de mariage. C'est la femme de Ben Mulroney, le fils de l'ex-premier ministre Brian Mulroney, et ils seront sans doute présents au mariage. Je suppose que Jessica a travaillé pour Meghan à maintes reprises. C'est donc la personne idéale pour l'appuyer en ce moment. Personne ne connaît mieux que les dessinatrices de mode Sally et Danielle Daneshou la pression de concevoir la robe de mariée parfaite pour des célébrités.
Ayant récemment uni leurs forces avec la designer italienne Rosella Espanove pour leur nouvelle collection, elles savent ce qu'il faut pour que la mariée brille lors de son grand jour. Si c'était un mariage de célébrité, elle pourrait être plus fidèle à elle-même, souligner sa personnalité et porter ce qu'elle veut. Comme c'est un mariage royal et qu'il y a des règles à suivre, il va aussi lui falloir tenir compte du lieu, la chapelle Saint-Georges. Elle va respecter la reine et les règles. Il y aura probablement un jupon ou un autre accessoire sous la traîne de sa robe pour ajouter à l'effet dramatique. Parce qu'au moment où elle va entrer dans la chapelle Saint-Georges, tout le monde va l'observer. Il va falloir que ce soit saisissant. Ça va être vraiment intéressant après le mariage du prince Harry et de Meghan Markle de voir quel effet la fièvre Meghan va avoir et à quel moment. La robe de mariée, c'est ce qu'un designer peut faire de mieux dans toute sa carrière. Ça va lancer une nouvelle tendance vestimentaire. Si l'histoire se répète, ça va se produire immédiatement, comme pour Kate. Dès le moment où Kate est sortie en robe de mariée avec des manches, les manches sur les robes de mariée sont devenues très populaires. La robe de Kate a été copiée bien des fois en changeant le format et les matériaux. Meghan sort sous les feux de la rampe le 19 mai et dévoile sa robe de mariée à 1 milliard de spectateurs, provoquant la frénésie dans le monde de la mode. Tout le monde va vouloir s'habiller comme Meghan au moment où elle s'est montrée le jour de son mariage. C'est photographié, télévisé. Elle va avoir un effet immense, comme pour toute autre célébrité. Mais elle, c'est une princesse, ce qui va faire une différence énorme. Meghan s'est bâtie une solide réputation en matière de tendance et de style, et l'industrie de la mode lui porte une grande attention. Ce qui va arriver, c'est que les créateurs de mode qui font du prêt-à-porter vont en produire rapidement et laisser leur stock s'écouler jusqu'à ce que Meghan Markle donne sa touche personnelle à un autre vêtement. En tant qu'actrice, Meghan était déjà reconnue pour son élégance. Maintenant qu'elle est membre de la famille royale, son style à la fois accessible et soigné fait augmenter les ventes de vêtements à l'échelle planétaire. C'est bien plus qu'un simple mariage. C'est un bouleversement culturel. Meghan va conserver son style individuel chic et décontracté. Il va même en être rehaussé parce qu'elle a maintenant accès à toutes les marques du monde en vérité. Les gens vont s'attarder aux tendances mode, mais ils vont aussi être à l'affût de ce qui se passe culturellement. Qui est là? Qui d'autre accepte ce mariage et la nouvelle famille royale? Le design des robes a toujours joué un rôle essentiel dans les mariages royaux, surtout lorsque deux nations sont impliquées. Au Moyen Âge et au début de la période moderne, les mariages royaux étaient un outil pour créer des alliances diplomatiques. C'était donc très important. La robe de la reine Élisabeth II symbolisait son pouvoir sur la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Mais plusieurs l'ont jugée trop ostentatoire si peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. C'était 2 ans après la Seconde Guerre mondiale et les gens faisaient toujours la queue pour obtenir des rations. Les monarques devaient faire très attention de ne pas donner l'impression qu'ils dépensaient trop d'argent, alors que le peuple du Royaume-Uni traversait encore de grandes difficultés. On vit maintenant une époque très différente, mais je crois que Meghan entretient aussi un peu cette façon de penser. Une robe de mariée royale devrait plaire aux gens, résister à l'épreuve de la mode et être superbe vue de dos. Elle devient le symbole de cette union, politiquement et socialement, et passe ainsi à l'histoire. Espérons que Meghan n'a pas trop ressenti de pression.
Avant les journaux et les caméras de télévision, les ambassadeurs qui assistaient aux mariages royaux écrivaient ensuite à la cour de leur pays pour décrire la splendeur de la cérémonie. C'était une indication de la force, de la puissance et de la richesse du pays hôte. Ce mariage est en fait un moment de grand bonheur pour la nation. Le Brexit a fait naître un pessimisme envahissant. Les prévisions économiques ne sont pas très encourageantes. Bien que la robe de Meghan ait attiré toute l'attention, les invités n'ont pas eu la tâche facile eux non plus au moment de se choisir une tenue. Qu'est-ce qu'on porte à un mariage royal? C'est difficile, non? C'est probablement la tâche la plus ardue qu'on puisse avoir dans sa vie vestimentaire. Le chapeau est une partie essentielle de la tenue féminine. Pour les Américains, c'est une décision très complexe. Porter un chapeau ou ne pas en porter? Telle est la question. Les Britanniques adorent les chapeaux et un tel événement l'illustre parfaitement. Le style des chapeaux est une chose dont tout le monde parle dans ces grandes occasions, encore plus s'il s'agit d'un mariage royal. Grand ou petit, large ou étroit, plat ou incliné, ils ajoutent une touche de fantaisie aux tenues des invités, sans pour autant leur permettre d'éclipser la mariée. J'imagine beaucoup de chapeaux, de capuchons, de couleurs pastel et beaucoup de perles. Je crois que les Américains vont prendre exemple sur la personnalité de Meghan, comme pour dire « c'est ce qu'on est, elle est des nôtres et c'est ce qu'on représente ». Meghan Markle n'est pas la première actrice ni la première Américaine à se marier dans une famille royale. Quand l'actrice américaine Grace Kelly épouse le prince Régnier III de Monaco en 1956, la principauté traverse une époque politiquement et financièrement turbulente. L'équilibre et l'élégance de la nouvelle princesse apportent un vent d'air frais à ce petit pays et une diversion des mieux accueillis. Elle n'est peut-être pas de sang bleu, mais elle fait tout de même partie de la royauté hollywoodienne. La robe de mariée de Grace Kelly est vraiment intemporelle. C'était un cadeau de son amie Helen Rose. Grace a apporté la robe d'Amérique, je crois, et ils l'ont modifiée. Elle avait 2 jupons en taffetas et de la dentelle de Bruxelles de 125 ans. Cette robe a vaincu l'épreuve du temps. Je trouve que c'est une des plus belles. Si je devais comparer Meghan à une épouse royale du passé, ce serait peut-être Grace Kelly. 2 actrices et vedettes de Hollywood qui se sont jointes à une institution très différente en se mariant. Ce qu'il y avait de merveilleux chez Grace Kelly, c'est qu'elle était empathique et bienveillante. Le grand public tombe amoureux des gens comme ça. C'est utile d'établir une comparaison avec la princesse Grace. Quand elle s'est mariée dans la famille princière monégasque, elle a dû abandonner la vie qu'elle avait toujours connue. Elle est venue de Hollywood pour s'installer dans une toute petite principauté, Monaco, mais dans son cas, ça a fait connaître Monaco au monde entier. Grace Kelly a peut-être ouvert la voie à Meghan, mais la jeune mariée devra tracer son propre chemin dans cette nouvelle vie. Meghan n'a pas besoin de faire connaître le Royaume-Uni, et la famille royale est très célèbre. Mais tout comme la princesse Grace a apporté un peu de magie à la famille princière et a saupoudré de la poussière d'étoiles, je crois qu'on va voir la même chose avec Meghan. Meghan est un esprit libre. Elle va faire preuve de circonspection pour ce qui est des choses qu'elle accepte de faire, tout en cherchant à aller au bout de ses convictions. Ça devrait donner un mélange intéressant cette fois-ci. On pourrait dire que Meghan se soucie beaucoup de la santé et de la bonne alimentation. Son ancien blog, The Tig, encourageait l'adoption de modes de vie sains. J'aurais voulu partager tellement d'autres choses. J'ai vraiment un amour naturel profond des voyages et de la nourriture.
Mariage ou pas, Meghan s'assure de consommer des aliments sains et des jus de fruits et des légumes au quotidien. Meghan s'est mise en excellente forme récemment avec une combinaison de régime végétalien 5 jours par semaine et de jus. Les options végétaliennes et végétariennes sont de plus en plus populaires et faciles d'accès, surtout dans les restaurants. Suivre un régime végétalien bien structuré, ça signifie bénéficier d'une plus grande quantité de fibres et de magnésium. Ses habitudes alimentaires et sa saine vision de la vie ont également déteint sur Harry. Le prince semblait en grande forme à l'approche de son mariage. Quand on suit une diète végétalienne ou qu'on change de régime alimentaire, c'est toujours plus efficace si les deux conjoints y participent. De la même façon, un effort pour obtenir un changement physique peut être entravé quand un des conjoints ne s'implique pas complètement. Si Harry profite de ce que fait Meghan, ça ne peut être qu'une bonne chose. Ils peuvent tous deux se sentir confiants quant à leur mariage et leur avenir. En plus de bien s'alimenter, Meghan a aussi fait du yoga l'une de ses habitudes quotidiennes. C'est principalement grâce à sa mère qui l'enseigne à Los Angeles. Le yoga peut s'avérer très bénéfique pour quelqu'un avant le mariage, si on pense au stress et à l'anxiété liée à sa planification. Le yoga est très relaxant. C'est bon pour le flux sanguin, la santé mentale et le stress. Inspire. On descend. Détends-toi. Le yoga peut seulement avoir un effet positif. Selon mon expérience, c'est habituellement la flexibilité ou la mobilité, l'amplitude des mouvements d'une personne ou sa capacité d'emprunter certaines positions qui ont le plus d'incidence sur l'efficacité d'un régime d'exercice. On se détend. Nous sommes en mai. De nombreux membres de la maison royale s'affairent au château de Windsor qui grouille d'activités. Résidence de monarques anglais et britanniques depuis près de 1000 ans, c'est ici que doit avoir lieu le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, dont l'histoire d'amour féerique a capté l'attention des médias du monde entier. It's going to be very interesting because the royal wedding won't be in London. First of all, it's going to be in Windsor, which is a beautiful place. But I think what's going to be very interesting is, first of all, how are the massive crowds going to be managed? Because that whole place is going to be full of so many tourists, so many people from London coming up and wanting to see or get a glimpse of the royal family. Les hôtels sont bondés, cartes postales, tasses à leur effigie. Construit au XIe siècle par Guillaume le Conquérant, le château de Windsor est la plus ancienne demeure royale habitée d'Europe. Son histoire est si riche et longue qu'il faut tout un contingent d'historiens et de conservateurs pour administrer le site. Le château de Windsor a été construit sur les ordres de Guillaume le Conquérant, qui a envahi l'Angleterre en 1066. Il y avait un vieux palais royal dans ce qui s'appelle maintenant Old Windsor, qu'on nommait encore simplement Windsor à l'époque. William a décidé de construire son palais sur cet affleurement sur la colline. Et il est immense d'ailleurs. C'est en fait le plus grand château habité dans le monde. Avec ses terrains majestueux, ses intérieurs ornementés et ses illustres anciens occupants, ce château et son histoire donnent un tout nouveau sens au dicton « Si les murs pouvaient parler ». Presque tous les rois et toutes les reines d'Angleterre y ont vécu à un moment donné, et c'est l'une des résidences préférées de notre reine. Le coût de ce mariage royal est un des sujets qui font le plus parler. Les organisateurs d'événements estiment qu'avec la sécurité, cette célébration pourrait occasionner des dépenses de plus de 42 millions de dollars. On vit dans une période très grave où le terrorisme sévit. Un grand mariage à Londres, ça devient un cauchemar pour la sécurité. Pour un mariage moins important, à Windsor, il est possible de sécuriser la zone. Le château de Windsor peut être isolé. Les mesures de sécurité sont vraiment exagérées. L'accès à Windsor va être fermé.
Un trajet en voiture, en calèche ou à pied dans les rues de Windsor, ça peut se contenir. Ce n'est pas un cauchemar comme ça le serait à Londres, parce qu'il y a une longue route à faire du palais de Buckingham jusqu'à l'abbaye de Westminster. Il faut la sécuriser. Ça signifie beaucoup de policiers sur le terrain. Et qui paie tout ça? Les contribuables. C'est beaucoup d'argent. La famille royale prend en charge la plupart des éléments traditionnels du mariage. Meghan, grandement admirée pour son style vestimentaire, aurait elle-même payé sa robe. Ce sont toutefois les contribuables britanniques qui doivent débourser pour l'aspect le plus coûteux d'entre tous, la sécurité. La reine et le prince de Galles ont dit qu'ils prennent en charge le coût du mariage et de la réception. Les contribuables n'auront pas à payer ça. Mais la plus grosse facture pour les mariages royaux, c'est la sécurité. Ça a coûté des millions de livres pour le mariage de William et de Kate. Les réunions du G20, l'Assemblée des Nations Unies et les Jeux olympiques sont tous des exemples concrets de déploiement de sécurité intense et coûteux de cette nature. Pour beaucoup, il est étonnant qu'un mariage entre dans cette catégorie. Ne minimisons pas le mariage de Meghan et Harry. Certes, ce n'est pas l'abbaye de Westminster, ni la cathédrale Saint-Paul. Personnellement, je ne crois pas que ça nuise beaucoup à son retentissement. Pour la sécurité, par contre, c'est beaucoup plus facile. Le château de Windsor est déjà une zone sécurisée. Les mesures de surveillance sont définies. Il faut seulement les réviser. Sur ce plan, c'est une très bonne décision. La cérémonie doit inévitablement avoir moins d'ampleur à Windsor, parce que c'est un lieu très différent du centre de Londres. Mais la sécurité reste primordiale. Au château de Windsor, c'est plus petit, plus joli. La situation est facile à maîtriser. La menace n'est donc pas aussi grande à Windsor comme ce serait le cas dans le centre de Londres. Plusieurs s'empressent toutefois de souligner que les mesures de sécurité ne servent pas uniquement à protéger la famille royale et ses invités, mais aussi le grand nombre de Britanniques et d'étrangers qui se présentent à la célébration. We're from Los Angeles, California. Both of us. Upstate New York. Come and see the big shindig that's going to happen. The wedding, yes. We're happy for her, but we feel like he picked the wrong American. I was free. I'm not now, though, but I was free last year. Ce déploiement exige une coordination incroyable. Il comprend la surveillance par drone, des escadrons de police à cheval et des contrôles de sécurité comme dans les aéroports. Les routes sont fermées à partir de 8 heures du matin. Il y a tellement de présence policière. On n'a jamais vu ça avant. On ferme pendant le mariage pour ouvrir probablement vers 1 heure ou 2. Avec 92 000 personnes qui descendent la rue du Parc. J'espère que le coût va être compensé par l'essor du commerce touristique en Grande-Bretagne à la suite du mariage royal. C'est certainement ce qu'on a vu en 2011. C'est génial. Les médias du monde, les gens. On attend de 25 à 40 000 personnes sur cette pelouse. De partout. Mexique, Brésil, Norvège, Japon, États-Unis, Australie. Harry et Meghan auraient pu se marier dans la prestigieuse abbaye de Westminster, mais ils ont demandé la permission de la reine pour que leur mariage soit célébré dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Leur décision a éveillé la curiosité du public, car elle soulignait la grande importance de cet endroit pour le couple princier, tout comme pour son Altesse royale elle-même. Le château de Windsor est essentiellement la maison de la reine. Le palais de Buckingham, c'est le bureau. Si elle passe la soirée quelque part, c'est probablement à Windsor. Derrière les murs du château, il y a les appartements d'État. Elle a ses appartements privés. Et c'est comme ça qu'elle vit. Les funérailles de la mère, du père et de la sœur de la reine Élisabeth II ont toutes eu lieu à la chapelle Saint-Georges. Le deuxième mariage du père de Harry a été célébré tout près, au Windsor Guildhall.
Mais c'est à Saint-Georges que s'est déroulé le service de prière et de consécration pour le prince Charles et la duchesse de Cornouailles. C'est considéré comme le siège de la famille royale. C'est là depuis l'époque de Guillaume le Conquérant. Quand la famille a décidé de changer son nom germanique de Saxe-Cobourg et Gotha pendant la Première Guerre mondiale, on lui cherchait un nom. Certains ont suggéré des noms d'autrefois comme Plantagenet et Stuart. C'est Windsor qui a été choisi parce que ça évoque les fondations solides de la famille royale, les fondations solides du château. Ces liens familiaux et historiques font certes partie de ce qui ramène Harry au château de Windsor. Mais son attachement pour ce lieu remonte à son enfance et est d'autant plus profond. C'est ici que le prince a grandi, qu'il a appris à monter à cheval et qu'il venait visiter sa grand-mère au sortir de l'école. Harry était basé à Windsor avec son régiment. Il est aussi allé à l'école au coin de la rue, au collège Eton. Apparemment, Meghan et lui ont passé beaucoup de temps à se faire la cour à Frogmore, qui était autrefois le domaine du duc de Windsor, le prince Édouard VIII. C'est vraiment génial qu'ils aient décidé de faire le mariage comme ça. Ça fait changement de la tradition. Encore une fois, ça montre que ce n'est pas un couple royal normal. Ils souhaitent changer les choses et tenir ça à Windsor parce que c'est plus intime. Nous sommes persuadés qu'avec un trésor national comme Windsor, les gens ne sont que trop heureux de faire un petit effort en échange d'une expérience historique inestimable. Il n'y a pas que le château qui soit riche en histoire. Le comté du Berkshire, dans lequel il est situé, est l'un des plus beaux comtés d'Angleterre. C'est aussi l'un des comtés originellement formés et gouvernés par les Normands au Moyen Âge. Il a également été reconnu comme comté royal par la reine en 1957. La reine aussi y est très à l'aise. Il faut se rappeler qu'elle a déjà 92 ans au moment de ce mariage. C'est assez vieux. Le prince Philip a presque 98 ans, je pense. Harry et Meghan doivent penser au reste de la famille, pas seulement à eux-mêmes. Le Berkshire est de toute évidence un excellent choix. Comme on vient de le découvrir, la famille royale a des liens personnels uniques avec la région. Les études, le sport, les fréquentations amoureuses, la famille. Kate Middleton est originaire du Berkshire. Sa mère et son père vivent toujours à proximité. Will et Kate ont même été aperçus par des clients du pub The Pot Kiln, un favori des gens de la région pour ses viandes de gibier fraîches et ses boissons locales. Le Pot Kiln est la quintessence des pubs anglais. On y sert des bières qui sont brassées ici et de la nourriture qui a été élevée ici, dans les bois qui nous entourent. On a près de 9000 acres de terres agricoles et boisées, ce qui nous distingue particulièrement. Notre garde-manger arrière, c'est toutes les denrées et le gibier sauvage qu'on peut manger. Au cœur de notre menu, il y a notre philosophie et notre culture, soit l'agriculture et l'élevage avec compassion. On est très axé sur les aliments sauvages et les plats typiquement britanniques. Les Middleton viennent ici depuis des années parce qu'ils habitent juste un peu plus haut sur cette route. C'est un endroit où ils se sentent en privé. Ils ont l'impression de pouvoir se divertir avec des amis et leur famille et ils savent qu'on va prendre soin d'eux. Quelques membres de la famille royale viennent ici. William, Kate et aussi Harry. Ils sont tous venus à un moment donné. Ils se mélangent aux autres clients et s'assoient tout simplement à une table. Certains peuvent les regarder en se posant des questions, mais eux... L'autre jour, ils ont déplacé les tables et commencé à jouer aux fléchettes. Il y a probablement une très grande différence qui s'applique à la famille royale.
C'est de l'histoire plutôt que de la nostalgie. Plusieurs trouvent que l'histoire ne suscite pas d'émotion. La nostalgie, oui. Ce qu'on a vécu avec ses grands-parents, sa famille et ses amis, ça fait déballer un tas d'émotions. On a beaucoup parlé du mariage de Meghan et Harry, parce que, bien sûr, une partie de la famille vit ici. Je pense que ça remonte le moral des gens. Autrefois, je ne m'intéressais pas à la famille royale, mais j'ai appris quelque chose ici en faisant la connaissance de Carol et Michael Middleton. Ils aident vraiment à stimuler le moral et l'enthousiasme des gens. C'est une famille bien équilibrée, très axée sur la famille, très unie et aux liens solides. Leurs vœux de mariage à peine prononcés, le prince Harry et Meghan Markle continuent de redéfinir la monarchie en tenant une réception debout qui rompt avec la tradition. D'après ce que j'ai entendu dire, on attend 600 invités au service nuptial. Mais je sais qu'une réception royale privée est prévue en fin de soirée. Ce sera sans doute une petite réception qui suivra la tradition avec 200 invités. Je pense que Meghan veut respecter ça pour la famille. Elle va démontrer sa personnalité avec la réception. Ça va être élégant, avec toutes les traditions royales du passé de leur famille. On peut s'attendre à l'inattendu. Je crois qu'il y aura beaucoup d'ornements. Meghan et son prince se sont impliqués dans toutes les étapes de la conception du menu et ont même participé à des dégustations. Le couple royal a goûté à tout. Il a supervisé chaque détail. Ils ont également demandé que chaque plat soit créé à partir d'autant d'ingrédients locaux et saisonniers que possible. Le chef royal, Mark Flanagan, et son équipe sont ravis de cette demande, car c'est justement le moment de l'année où les produits saisonniers britanniques sont les plus succulents. Le couple a voulu s'assurer qu'on utilise autant que possible des produits locaux et de saison pour l'ensemble du menu. Le beau temps récent nous aide vraiment à satisfaire cette requête. Une grande partie des denrées fraîches provient en fait des domaines de la reine. Difficile de trouver plus local que ça. On n'a pas souvent l'occasion dans la vie de préparer un mariage royal. C'est donc très spécial. Le soin et l'attention aux détails sont essentiels. C'est vraiment très excitant. Les invités dégustent des bouchées et de la nourriture en bol facile à manger pendant qu'ils se mêlent et discutent. Plus important encore, Harry et Meghan peuvent en faire autant. Ici, je prépare les truffes fourrées d'un délicieux mélange de chocolat au lait et de kirsch. Ce sont des petites douceurs typiques pour nos réceptions et soirées privées. Quand les invités sont convaincus qu'ils ne pourront jamais avaler une bouchée de plus, c'est l'heure de découper le gâteau de mariage qui, comme tout le reste, n'a rien de conventionnel. Meghan étant une fine bouche, elle a sûrement eu un peu d'influence. Mais je ne sais pas si le gâteau sera sans gluten. C'est à la chef pâtissière californienne Claire Pack qu'on a demandé de préparer le gâteau au citron et à la fleur de sureau, garni d'un glaçage à la crème au beurre et décoré de fleurs fraîches comestibles. Meghan a choisi un gâteau un peu plus américain que les gâteaux de mariage royal typiques du passé. On dit qu'il va être garni de crème au beurre et au citron. Je les imagine coupant dans ce gâteau et tout le monde en dégustant un morceau. Ça va être génial. Le réputé chef pâtissier du prestigieux hôtel Driscoll d'Austin, Texas, Antonio Sansalone, comprend bien l'importance de réussir le gâteau de mariage. J'adore l'inspiration florale avec la fleur de sureau. J'adore les combinaisons de saveurs. Ça évoque beaucoup plus la saison étant donné qu'il s'agit d'un mariage de printemps. Le Texas est bien loin du château de Windsor.
Mais certaines traditions demeurent universelles dans les sociétés imprégnées de coutumes ancestrales. Mon interprétation d'un gâteau de mariage anglais traditionnel, ça serait un gâteau aux fruits très dense, avec des couches de confiture de fruits à l'intérieur et couvert d'un fondant ou d'une pâte d'amande. Il reste à voir si le gâteau de mariage d'inspiration saisonnière de Harry et Meghan lancera une nouvelle tradition royale. Grâce aux médias sociaux, nous pouvons toutefois parier qu'une nouvelle tendance mondiale va émerger dans l'industrie du gâteau de mariage. La façon dont les choses se font aujourd'hui, beaucoup des demandes de gâteaux sont inspirées de ce qui se voit dans les médias sociaux. Je suis sûr que les petites filles s'imaginent de quoi aurait l'air leur gâteau de mariage quand le grand jour, leur jour magique, va arriver. Il ne fait aucun doute que les goûts de Meghan ont inspiré ce gâteau de mariage. Mais ses racines californiennes s'harmonisent parfaitement avec le meilleur du printemps au Royaume-Uni. L'aube se lève sur les majestueux terrains du château de Windsor, le samedi 19 mai 2018, un matin pas comme les autres. La petite ville de Windsor est maintenant ornée de banderoles et de drapeaux qui débordent de fierté britannique. Les rues de pavés et la longue promenade du château se remplissent de gens venus de terres très très lointaines pour voir un conte de fées devenir réalité. We came from San Francisco, Alexandria, Virginia. This is my third day. Alors qu'avancent dans la chapelle la famille royale et les invités célèbres, dont les Clooney et les Beckham, le monde retient son souffle dans l'attente de son premier coup d'œil à la mariée. Peu après, la jeune Américaine qui a su s'imposer à Hollywood parcourt la longue promenade du château historique sous les acclamations de milliers de personnes. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Dans une robe royale à couper le souffle de la designer britannique Claire White-Taylor pour Givenchy, Meghan se rend lentement à la chapelle afin d'y retrouver son prince devant l'autel. Harry and Meghan, I now invite you to join hands and make your vows in the presence of God and His people. C'est une cérémonie remplie d'amour et de tendresse. I, Harry, take you, Meghan. I, Harry, take you, Meghan. To be my wife. Be my wife. I, Meghan, take you, Harry. I, Meghan, take you, Harry. To be my husband. To be my husband. Un prince ému aux larmes, une congrégation remplie de joie et un serment scellé par un baiser. Alors que le soleil se couche sur le château de Windsor, tout le monde peut croire un instant que les contes de fées existent et que l'amour conquiert tout.
Les gens pensent qu'il va régner comme s'il était encore prince de Galles. Avoir une opinion sur diverses questions, se mêler de politique, se passionner pour certaines causes. Être une sorte de livre ouvert, relativement parlant. Il sait pourtant que ça ne peut pas continuer comme ça quand il va être roi. Ça va à l'encontre du rôle d'un monarque constitutionnel et il va devoir se taire. Je pense qu'il y a chez lui un sentiment croissant d'acceptation, qu'il en est conscient. Il ne fait quand même aucun doute que ça va être difficile pour lui de suivre les pas de sa mère. Qui sait ce qui va se passer? Tout ça est très imprévisible. C'est le prince William qui a dit un jour « Modernisation est un mot difficile à employer auprès de la monarchie parce que c'est tout le contraire de la modernité. C'est antique, c'est historique, c'est traditionnel. En fait, pour que la monarchie persiste et continue de prospérer, il faut qu'elle se modernise. La reine le reconnaît. C'est pour ça qu'on l'a vu sur Twitter, annoncer des choses sur Facebook et jouer dans une parodie avec son fils pour les Jeux Invictus avec les Obama. C'est une façon pour elle de se connecter à la société moderne. Elle se rend sans doute compte que le vrai lien pour l'avenir, c'est bien sûr la génération suivante de la famille royale. Les enfants de Ça va être excitant de voir ces enfants-là, à moitié américains, à moitié anglais, grandir dans la famille royale. Cette relation entre Harry et Meghan Markle, ça n'aurait pas passé si facilement il y a 20 ans. On savait déjà que la famille royale avait évolué. Il fallait que ça change. C'était dépassé. Leur attitude à l'égard de la vie s'est actualisée. Et ça va s'améliorer encore plus maintenant avec des gens comme William et Harry. Leur bonheur compte plus que le protocole dans cette histoire. C'est un progrès fantastique. Je pense qu'ils veulent que ça dure. Le fait de ne pas avoir signé de contrat prénuptial en dit long. Ils semblent vraiment se dire « J'aime cette personne et je suis dans cette relation pour le long terme, peu importe qu'elle soit ou non de la famille royale. » Ce n'est pas une relation qui se brise facilement. Je crois que c'est pour toujours. C'est déjà la fin de ce jour de mariage historique.